Des millions de citoyens ordinaires ont soutenu un régime qui les a conduits à la destruction totale. Ce n'étaient pas seulement les fanatiques ou les SS. Des enseignants, des ouvriers et des femmes au foyer ont maintenu le système opérationnel jusqu'au dernier jour. Même avec Berlin en ruine et l'armée s'effondrant, la majorité de la population a continué à obéir aux ordres sans les remettre en question. La machinerie nazie n'a pas seulement utilisé la terreur, mais aussi une intégration sociale absolue. La peur de la Gestapo se mêlait à la loyauté patriotique et à la pression communautaire. Dénoncer le voisin est devenu un devoir civique et douter du leader, une trahison. L'État a éliminé toute alternative politique ou morale, laissant la population sans outils pour la résistance organisée. Pourquoi les Allemands ordinaires ont-ils continué à se battre quand la défaite était évidente? Qu'est-ce qui a empêché une reddition anticipée ou un effondrement interne? Comment en arrive-t-on à une destruction totale sans rébellion? Le cessez-le-feu qui n'a pas apporté la paix, quand la défaite est devenue humiliation. Le 11 novembre 1918, à 11 heures, le front occidental cessa de tirer. L'armistice fut signé dans un wagon de train dans la forêt de Compiègne et mit fin immédiatement aux opérations, mais ne rétablit pas une continuité politique au sein de l'Allemagne. Le pouvoir impérial s'effondra en quelques jours. Guillaume II abdiqua, l'autorité centrale changea de forme, dans plusieurs villes des conseils d'ouvriers et de soldats surgirent, assumant des fonctions d'ordre public, tandis que l'administration tentait de maintenir des services de base dans un pays épuisé par le blocus, la pénurie et la reconversion industrielle. La signature liée au nouveau gouvernement républicain, avec Matthias Erzberger parmi les représentants, fut associée dès le début à une discussion sur la légitimité dans des conditions d'effondrement institutionnel. Le silence des armes n'élimina pas l'urgence de distribuer des aliments, d'attribuer du combustible, d'organiser le trafic ferroviaire et d'éviter les affrontements armés dans des rues où l'autorité n'était plus univoque. La démobilisation a été massive et désordonnée. Plus de 6 millions d'hommes devaient revenir à une économie incapable de les absorber de manière stable, avec des usines changeant leur production, des entreprises fermant, des transports soumis à des tensions logistiques et des villes ne disposant pas de logements suffisants. L'uniforme a cessé d'être un signe de pouvoir et est devenu partie intégrante d'un paysage de précarité dans les gares, les places et les agences pour l'emploi. L'État devait enregistrer les soldats, gérer les pertes, les blessures et les pensions, en plus de retirer l'armement et de maintenir une structure militaire réduite, le tout au milieu de disputes sur qui commandait dans chaque district. Pour de nombreux vétérans, le retour n'a pas reconstruit la vie d'avant 1914. Ils ont trouvé des emplois occupés, des familles déplacées, des quartiers avec de nouvelles organisations politiques, en plus d'une monnaie qui commençait à perdre sa capacité à fixer des attentes. La société qui s'était mobilisée pour la guerre ne se recomposait pas de manière automatique. Elle se réorganisait avec des tensions visibles. En 1919, la violence politique est devenue un fond constant. À Berlin, le soulèvement spartakiste de janvier a montré la fragilité du contrôle gouvernemental avec des grèves et des affrontements dans un environnement où la police était insuffisante ou divisée. Le gouvernement social-démocrate de Friedrich Ebert a eu recours au Freikorps, unité paramilitaire formée par des vétérans, pour regagner du terrain. Cette décision a résolu une urgence immédiate, mais a introduit un problème structurel. L'État dépendait de forces armées qui ne répondaient pas toujours à une discipline institutionnelle stable. La répression a eu un bilan mortel, en plus de l'assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht le 15 janvier 1919, un fait qui a renforcé l'idée que l'élimination physique pouvait remplacer des procédures légales. La République s'affirmait par une coercition exercée par des acteurs qui, souvent, méprisaient le parlementarisme qu'ils disaient protéger. L'instabilité s'est étendue à d'autres régions. En Bavière, la proclamation de la République soviétique à Munich en avril 1919 a confirmé que l'autorité centrale pouvait être suspendue. La réponse a été rapide. Des forces armées et paramilitaires ont repris la ville en mai, avec des exécutions et des détentions qui ont laissé une empreinte administrative prolongée dans les tribunaux et les prisons. Le problème ne se limitait pas à la durée d'un épisode insurrectionnel, c'était le précédent opérationnel. Chaque intervention renforçait des réseaux armés qui agissaient avec autonomie,
et consolidait un modèle. La politique se réglait dans la rue avant de se stabiliser au Parlement. La vie quotidienne se poursuivait entre enregistrements, fermetures temporaires, patrouilles improvisées et rumeurs sur de nouveaux soulèvements, avec des commerces tentant d'ouvrir et des familles essayant de maintenir des routines dans des quartiers où l'autorité pouvait changer en l'espace de quelques heures. Cette même année, le cadre international a fixé des conditions que la politique intérieure ne pouvait esquiver. Le 28 juin 1919, l'Allemagne a signé le traité de Versailles dans la Galerie des Glaces. Le texte a réorganisé les frontières, limité les capacités militaires et établi des obligations économiques. Les pertes territoriales étaient concrètes et administrativement immédiates. L'Alsace et la Lorraine sont revenues à la France, Poznań et des parties de la Prusse occidentale ont été attribuées à la Pologne, le corridor polonais a séparé la Prusse orientale du reste du pays, Danzig est devenue une ville libre, la Sarre est restée sous administration internationale, en plus de la perte des colonies. Ces changements ont altéré les registres civils, les routes commerciales, les juridictions judiciaires et les appartenances de biens publics. Pour ceux qui vivaient dans des zones touchées, ce n'était pas une question abstraite. Cela impliquait de nouveaux contrôles, de nouvelles autorités, de nouvelles normes douanières et des décisions sur la résidence et la citoyenneté. Les clauses militaires ont réduit l'appareil militaire allemand à un minimum légal. L'armée a été limitée à 100 000 hommes et des instruments clés de la guerre moderne, comme l'aviation militaire, les chars et les sous-marins, ont été interdits, tandis que la marine a été réduite de manière drastique. La Rhénanie a été démilitarisée et est restée sous occupation alliée dans des zones définies, ce qui a affecté la relation entre l'industrie, le transport et la sécurité à l'ouest. Des structures centrales ont également été dissoutes, y compris l'état-major, avec la fermeture d'institutions, des carrières interrompues et une réorganisation forcée du corps des officiers. L'impact était visible dans des casernes vides, des académies fermées et des réseaux professionnels en conflit avec un nouveau cadre qui restreignait le recrutement et la promotion. Pour le gouvernement, respecter était une condition de survie diplomatique. Pour des secteurs nationalistes, c'était un symbole de soumission. L'article 231 est devenu l'axe politique le plus répété du traité. En établissant la responsabilité de l'Allemagne et de ses alliés pour les dommages de la guerre, il a servi de base juridique pour les réparations. Les réparations n'étaient pas seulement un chiffre, elles impliquaient des transferts de valeur qui affectaient l'économie réelle, des livraisons de charbon, des biens industriels et des paiements en devises. Chaque négociation internationale se traduisait par des effets domestiques sur la production, le transport ferroviaire et le budget. La réaction interne a été large. Depuis diverses positions idéologiques, le traité a été décrit comme diktat. Ce mot a circulé dans les discours, la presse et les débats parlementaires, devenant un résumé des griefs. La discussion ne s'épuisait pas car il n'existait pas de sortie simple. Accepter signifiait soutenir l'État sous des restrictions impopulaires. Rejeter impliquait le risque de sanctions ou de nouvelles occupations. Entre 1919 et 1921, la violence continua de fonctionner comme un outil politique. Il y a eu des meurtres, des attentats et des affrontements organisés. L'État a tenté de consolider sa légalité, mais il héritait d'un système judiciaire de l'Empire avec une continuité de personnel et de culture institutionnelle. Cette continuité s'est reflétée dans des réponses inégales. Les crimes liés à la gauche avaient tendance à recevoir des peines plus sévères, tandis que la violence de droite bénéficiait souvent d'indulgences ou de sanctions limitées. Ce n'était pas une discussion théorique sur la jurisprudence. Cela affectait la confiance publique dans la capacité du nouveau régime à appliquer des normes de manière uniforme. Dans ce contexte, l'assassinat de Matthias Erzberger en août 1921 par des militants nationalistes a transformé une figure de l'armistice en cible politique et a montré que la signature de 1918 restait un marqueur de culpabilité pour des secteurs à la recherche de coupables internes. La tension accumulée a éclaté de manière explicite le 13 mars 1920 avec le putsch de Anzizmysiu, Cap. Walter von Lüttwitz, général du Reichswehr à Berlin, a refusé de dissoudre les unités de Freikorps, en particulier la brigade Erhardt, et a permis leur marche sur la capitale. L'entrée de forces armées à Berlin sans opposition effective a mis en lumière une défaillance de commandement.
Lorsque le président Ebert a demandé l'intervention de l'armée régulière, le refus, formulé en termes de solidarité entre troupes, a indiqué que la République ne pouvait pas compter de manière automatique sur l'obéissance armée face à un coup d'État venant de la droite. Le gouvernement a quitté Berlin et a opéré depuis d'autres villes, tandis que Wolfgang Kapp se proclamait chancelier. Pendant ces jours, le pays ne s'est pas divisé par une grande bataille, il s'est paralysé par une dispute d'autorité. Le coup a échoué en raison de la grève générale. L'effondrement des transports, des communications et de l'administration a vidé de contenu les ordres du gouvernement putschiste. Sans fonctionnaires pour exécuter les décrets, sans imprimerie pour garantir la circulation des instructions, sans chemin de fer pour transporter des personnes et des marchandises, l'occupation des bâtiments n'a pas suffi à gouverner. Kapp s'est enfui et la République est revenue à Berlin, mais l'apprentissage institutionnel a été inconfortable. Il est devenu clair que l'État pouvait se maintenir grâce à la coopération sociale, tandis qu'une partie de son appareil armé restait ambiguë face à la menace venant de secteurs nationalistes. Cette ambiguïté a eu des conséquences immédiates dans la Ruhr, où des travailleurs armés pendant la grève ont refusé de remettre les armes rapidement. La réponse a été une répression avec un nombre élevé de morts, en plus des arrestations et des perquisitions. La République s'est rétablie en punissant sévèrement ceux qui avaient contribué à arrêter le coup. Un contraste qui a alimenté la méfiance et le ressentiment. En 1921 et 1922, les réparations ont dominé l'agenda politique comme un problème sans résolution stable. Les conférences, ultimatums et discussions sur les délais se succédaient sans offrir de clôture définitive. La question du charbon est devenue particulièrement sensible car elle reliait des obligations externes à l'approvisionnement interne. Chaque livraison affectait les chaînes de production et de chauffage, en plus des revenus de l'État. Le gouvernement invoquait des limitations matérielles, mais les Alliés pressaient avec la possibilité de mesures coercitives pour assurer le respect. Le résultat fut un climat de blocage, des cabinets qui changeaient, des débats parlementaires qui revenaient au même point, des communiqués annonçant des accords partiels qui étaient ensuite rouverts. La politique intérieure restait prisonnière de la nécessité d'éviter une crise diplomatique majeure et de l'incapacité à présenter ses concessions comme acceptables devant une opinion publique déjà polarisée. Dans ce cadre, la monnaie a commencé à perdre de façon perceptible sa stabilité, sans avoir encore atteint un effondrement total. Les prix augmentaient, les salaires essayaient de les rattraper avec retard, la valeur du mark s'érodait. Il y avait encore un commerce normal et les banques, contrats et loyers continuaient de fonctionner, mais la prévisibilité se détériorait. L'administration recourait à l'émission monétaire pour couvrir les dépenses, y compris les obligations découlant du conflit, et cette émission alimentait de nouvelles pressions. La vie quotidienne a incorporé des ajustements permanents, renégociations, paiements anticipés, litiges sur les tarifs. Ce qui était décisif n'était pas une statistique isolée, mais la sensation pratique que l'argent commençait à servir de moins en moins comme mesure commune. Entre l'armistice et 1922, l'Allemagne n'a pas récupéré un cadre partagé qui aligne les institutions, les lois et les attentes. La défaite s'est traduite par un traité aux conséquences territoriales, militaires et économiques. La République s'est défendue dans un environnement de violence qui a renforcé des acteurs armés parallèles. Le système judiciaire n'a pas proposé de réponse uniforme qui consolide la confiance. Le débat sur les réparations a maintenu ouvert un conflit international qui revenait à chaque décision interne. Dans ce scénario, l'État existait, mais sa capacité à imposer une autorité de manière cohérente était limitée, et la cohésion sociale dépendait d'équilibres fragiles. Lorsque la monnaie cesse de fonctionner comme référence acceptée par tous, la crise cesse d'être concentrée dans des communiqués et des conférences, et s'installe dans les transactions quotidiennes. L'effondrement de l'argent, la Ruhr, sous contrôle étranger. Le 11 janvier 1923, des troupes françaises et belges ont traversé la frontière allemande et sont entrées dans la Ruhr, le bassin industriel qui concentrait une part décisive du charbon et de l'acier du pays. L'occupation était l'aboutissement d'un conflit administratif concernant les réparations. Le 26 décembre 1922, la Commission des réparations a déclaré l'Allemagne en défaut pour manquements et retards, notamment dans les livraisons de charbon. Pour le gouvernement français de Raymond Poincaré,
la discussion sur les délais avait cessé d'être utile. Si les ressources n'arrivaient pas, elles seraient prises sur place. Le déploiement visait à contrôler les mines, les ateliers, les chemins de fer et les bureaux de gestion, avec des points de contrôle et des garnisons garantissant extraction et transport sous supervision alliée. La Grande-Bretagne a critiqué la mesure sans l'empêcher, l'Italie est restée distante, les États-Unis ont suivi le processus avec inquiétude face à l'impact financier européen. Dans la Ruhr, il n'y a pas eu de campagne militaire conventionnelle. Les unités d'occupation ont avancé sur les infrastructures, sécurisé des nœuds ferroviaires, établi des autorités de facto et exigé une coopération technique. L'occupation a perturbé l'administration quotidienne. Permis, sauf-conduit, inspection, réquisition, amende. La tension ne dépendait pas de grandes batailles, mais de la friction constante entre une économie régionale soumise à un contrôle externe et une population qui voyait cette présence comme une intervention directe dans sa vie professionnelle. En même temps, l'occupation affectait toute l'Allemagne, car la Ruhr était un centre d'énergie, de matières premières et de transport. Toute interruption, même partielle, se répercutait sur des usines éloignées, des ports intérieurs, des réseaux de charbon pour le chauffage urbain. Le conflit a cessé d'être un dossier diplomatique et est devenu un ensemble de contrôles visibles dans les gares, les entrepôts et sur les routes. Le gouvernement allemand a répondu par une résistance passive. Le chancelier Wilhelm Kuno a demandé aux travailleurs et aux fonctionnaires de ne pas collaborer avec les autorités d'occupation. Dans la pratique, cette instruction signifiait des grèves, un refus d'opérer des trains destinés à des cargaisons contrôlées par la France, des fermetures d'entreprises pour éviter la production sous supervision alliée, ainsi qu'une désobéissance bureaucratique qui empêchait de traiter des commandes ou de faciliter des inventaires. La décision visait à éviter un affrontement militaire ouvert, mais transformait l'économie en un champ de pression. L'État a promis de payer des salaires à ceux qui cessaient de travailler, d'indemniser les entreprises pour leurs pertes et de maintenir le rythme le temps nécessaire. La résistance passive reposait sur une idée simple. Si la Ruhr ne produisait pas sous contrôle occupé, l'occupation serait coûteuse et politiquement insoutenable. Le problème était financier. En 1923, le Trésor ne pouvait pas soutenir indéfiniment une région industrielle paralysée, ni couvrir des subventions sans revenus équivalents. La solution pratique était d'augmenter l'émission monétaire. La Reichsbank imprima des marques à un rythme croissant pour payer des salaires, des compensations, des dépenses courantes et des obligations accumulées. L'inflation existait déjà depuis l'après-guerre, mais le choc de la Ruhr, ajouté au financement par émission, accéléra le processus jusqu'à détruire la fonction de base de la monnaie. Les chiffres de change, suivis par la presse et les commerçants, illustraient cette rupture. Au début de 1923, $1 américain valait environ 18 000 marks. En juin, près de 110 000. En août, des millions. En automne, l'échelle cessa d'être intuitive. En novembre, le change atteignit environ 4,2 billions de marks pour $1. À ce stade, le nombre ne décrivait pas la richesse, mais une unité qui avait perdu tout sens. La vie quotidienne s'est adaptée comme une logistique d'urgence. Les salaires étaient maintenant payés plus fréquemment parce que le pouvoir d'achat se dissolvait en heures. Les entreprises qui fonctionnaient encore essayaient de liquider les salaires le matin pour que le personnel puisse acheter avant le prochain ajustement. Les commerces changeaient les prix plusieurs fois par jour, non pas par spéculation isolée, mais parce que réapprovisionner la marchandise exigeait de payer plus l'après-midi que le matin. Le transport urbain, le courrier et les services municipaux ont vu leurs tarifs multipliés à un rythme qui obligeait à imprimer des avis nouveaux de manière constante. Dans les marchés et les boulangeries, les billets s'empilaient en paquets de moins en moins pratiques. Les compter un par un étaient lents, et le poids du papier est devenu une donnée opérationnelle. La monnaie a cessé d'être un moyen stable d'échange et est devenue un pont immédiat vers des biens physiques. Le coût le plus durable a touché l'épargne et les revenus fixes. Les dépôts bancaires accumulés pendant des années ont été réduits à des montants incapables d'acheter des produits de première nécessité. Les obligations d'État, les assurances, les pensions et les contrats à long terme ont perdu de leur utilité car ils étaient libellés dans une unité qui se désintégrait. Une partie de la classe moyenne urbaine, qui organisait sa stabilité autour de comptes, de titres conservateurs ou de salaires publics,
a vu ce soutien disparaître sans un véritable mécanisme de protection. En même temps, ceux qui avaient des dettes ont pu les rembourser avec une monnaie dévaluée, tandis que ceux qui possédaient des biens tangibles, des terrains, des immeubles ou des marchandises ont maintenu une valeur relative. Cette asymétrie a réorganisé les relations sociales sans nécessité de discours. Il suffisait de regarder qui pouvait continuer à acheter du charbon, des aliments ou des vêtements, et qui devait vendre des objets pour obtenir des devises ou des biens. À mesure que le cadre perdait sa crédibilité, des formes d'échange alternatives réapparurent. Le troc s'étendit dans de petites transactions et certains professionnels acceptèrent des paiements en produits par manque d'une référence monétaire fiable. Les municipalités et les entreprises émirent du Notgeld, de l'argent d'urgence local, soutenu par des actifs ou par la confiance d'une communauté spécifique. Cet argent ne résolvait pas le problème national, mais facilitait les achats dans des limites réduites et permettait à une usine de payer son personnel avec un instrument accepté par le commerce local. La fragmentation monétaire montrait un fait technique. L'unité de compte de l'État n'unifiait plus le marché. La cohésion économique, qui dépend de prix comparables et de contrats durables, se brisa en des milliers de décisions individuelles prises pour survivre semaine après semaine. Pendant ce temps, la résistance passive dans la rue accumulait des coûts politiques et humains. L'occupation a répondu par des arrestations, des amendes, des expulsions et des mesures coercitives pour assurer le transport et la production. Il y a eu des affrontements entre soldats et civils, avec des morts lors d'incidents ponctuels, en plus d'un climat de surveillance permanente. La France a essayé d'amener des travailleurs pour remplacer une partie de la main-d'œuvre allemande, mais l'échelle industrielle a rendu difficile tout remplacement complet et le sabotage ou la simple inefficacité ont continué à affecter les résultats. L'occupation n'a également pas produit les revenus prévus de manière linéaire. Maintenir des troupes, l'administration et la logistique consommèrent des ressources, en plus de tendre le climat diplomatique. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, la critique a augmenté en raison du risque de déstabiliser le système financier européen. L'Allemagne, malgré sa crise interne, a gagné en marge en tant qu'objet de sympathie internationale face à une mesure perçue comme coercitive. En août 1923, le gouvernement de Kuno est tombé et Gustav Stresemann a pris ses fonctions en tant que chancelier le 13e août. Sa priorité immédiate était d'arrêter l'hémorragie économique. Le 26 septembre, il a annoncé la fin de la résistance passive dans la Ruhr, acceptant que l'État ne pouvait plus continuer à financer la paralysie. La décision n'a pas réparé immédiatement les dégâts, mais a permis de concentrer les efforts sur la stabilisation de la monnaie. Le Belsaderisme. 15 novembre 1923, le Rentenmark a été introduit, soutenu par des hypothèques sur des terres et des propriétés industrielles, avec une conversion drastique qui a éliminé l'ancien marque de la circulation pratique. La mesure a fonctionné parce qu'elle offrait une encre tangible et, surtout, parce que l'administration l'a soutenue avec une discipline fiscale et monétaire. L'interruption de l'inflation a été rapide et le pays a recommencé à fonctionner avec des prix qui pouvaient se maintenir plus de quelques heures. Dans ce même climat de crise, Adolf Hitler a tenté de transformer l'effondrement en un coup politique. Dans la nuit du 8 novembre 1923, il a fait irruption dans la brasserie Bürgerbräukeller de Munich avec des hommes des SA, a interrompu un discours de Gustav von Kahr et a proclamé le début d'une révolution nationale, avec l'intention de marcher sur Berlin. L'opération a échoué le lendemain. Le 9 novembre, la marche a été stoppée par la police. Il y a eu une courte fusillade, 16 nazis et 4 policiers ont péri. Hermann Göring a été blessé et le soulèvement a été dissous. Hitler a été arrêté quelques jours plus tard. Le procès a commencé en février 1924 et la couverture médiatique lui a permis de diffuser son programme dans un tribunal qui lui a donné la possibilité de s'exprimer. La condamnation était de 5 ans, mais il a purgé environ 9 mois à Landsberg, où il a rédigé une partie de Mein Kampf. La stabilisation ne s'est pas maintenue uniquement avec la nouvelle monnaie. En 1924, le plan Dawes a restructuré les paiements des réparations et facilité les prêts, en grande partie par l'intermédiaire de capital et d'aide américaines, pour soutenir la reprise. Le retrait des forces françaises et belges de la Ruhr a été graduel et l'évacuation complète a culminé en août 1925. Cependant,
Pour l'expérience sociale allemande, l'année décisive était déjà fixée. En 1923, une occupation industrielle, une résistance financée par l'émission et une monnaie qui s'est désintégrée en quelques semaines ont montré que le quotidien pouvait se briser sans avertissement, même lorsque les institutions continuaient d'exister sur le papier. Après 1923, cette idée s'est ancrée, et en 1929, cela se brise à nouveau. Chômage massif et blocage politique. La crise qui transforme le vote. Entre 1924 et 1929, l'Allemagne a de nouveau opéré avec une normalité fragile, soutenue par un crédit extérieur, en particulier américain. Les prêts ont permis de refinancer des dettes, de soutenir des investissements, de réactiver des banques et de maintenir à flot des entreprises qui avaient dit de besoin d'une liquidité constante. La production industrielle a augmenté jusqu'à dépasser en 1927 les niveaux d'avant-guerre. Et dans de nombreuses villes, cela s'est traduit par des quarts de travail retrouvés, des travaux publics repris et un commerce avec des rythmes prévisibles. Le chômage a diminué, bien qu'il n'ait pas disparu, et l'amélioration dépendait d'un circuit financier qui n'était pas contrôlé depuis Berlin. Le pays semblait avoir trouvé une manière de fonctionner, mais cette manière reposait sur la continuité d'un flux de capitaux qui pouvait être interrompu sans avis. La stabilisation a également eu un aspect diplomatique. Gustav Stresemann, en tant que ministre des Affaires étrangères, a promu une stratégie de réintégration internationale qui s'est culminée par l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations en 1926. Les réparations continuaient d'exister, mais sous le plan Dawes, elles se présentaient comme un calendrier accessible tant que l'économie croissait. Le retrait des troupes de la Ruhr a éliminé un symbole de coercition directe et réduit les tensions immédiates avec la France. Dans ce cadre, les extrêmes politiques semblaient contenus. Le NSDAP existait, mais ne dominait pas le paysage électoral. Aux élections de 1928, il a obtenu moins de 3% des voix et 12 sièges sur 577. Pour une grande partie du système politique, c'était un acteur marginal qui dépendait davantage de l'agitation que d'une capacité réelle à former un gouvernement. Le tournant s'est produit à l'automne de 1929. Stresemann est mort le 3 octobre 1929 et, quelques semaines plus tard, l'effondrement boursier à New York, avec la panique du 24 octobre et la chute du 29 octobre, a brusquement changé les conditions de crédit. Les banques américaines ont freiné de nouveaux prêts, ont exigé des paiements pour les crédits déjà accordés et ont réduit leur exposition en Europe. L'Allemagne, dont la reprise était en partie soutenue par un financement extérieur à court terme, s'est retrouvée exposée. Les entreprises qui dépendaient de refinancement ont perdu l'accès à des liquidités opérationnelles. Les banques allemandes, qui avaient été prêtées en s'appuyant sur des capitaux externes, ont fait face à un manque de liquidités. La production industrielle a commencé à se contracter parce qu'il était plus difficile d'acheter des matières premières, de maintenir des stocks ou de couvrir des salaires dans des secteurs sans réserve. Le problème n'était pas seulement une chute des prix internationaux, mais l'interruption d'un mécanisme qui permettait de soutenir l'activité quotidienne. Entre 1930 et 1932, la contraction s'est traduite par des fermetures et des licenciements à grande échelle. Le chômage, mesuré par des enregistrements officiels, a rapidement augmenté. Environ 1 300 000 en 1929, près de 3 millions en 1930, environ 4 400 000 en 1931, plus de 6 millions en 1932. Le taux de chômage a évolué d'approximativement 4% en 1929 à des niveaux d'environ 30% en 1932, avec des chiffres encore pires dans les villes industrielles. À ces chiffres s'ajoutaient des journées réduites et du sous-emploi, ainsi que ceux qui cessaient de s'inscrire par manque d'attente. Les assurances chômage et l'assistance municipale n'étaient pas conçues pour une crise de cette ampleur. Les fonds se sont épuisés, les prestations ont été réduites et restreintes, les municipalités ont fait face à des déficits tout en augmentant les dépenses de secours. La crise est devenue visible par des expulsions, des pensions et des abris saturés, des files d'attente devant des cantines de charité et une utilisation croissante de réseaux d'aide privée qui ne pouvaient pas remplacer l'État. La classe moyenne urbaine a également été exposée, cette fois par la chute simultanée de la consommation et du crédit. De petits commerces ont fermé parce que les ventes se sont effondrées,
Des professionnels ont perdu des clients, des ateliers ont réduit leur activité, des agriculteurs endettés sont restés sans marge lorsque les prix agricoles ont baissé et les paiements sont restés. Les fonctionnaires ont vu des réductions salariales et une perte de pouvoir d'achat dans un contexte d'austérité budgétaire. En 1931, la crise bancaire a aggravé le sentiment d'insécurité. Fermetures temporaires, restrictions et pertes pour les déposants ont montré que même la protection des économies était incertaine. Le tissu économique s'est replié vers des décisions défensives, comme vendre des actifs, reporter des paiements, limiter les achats au strict nécessaire et rechercher des biens qui conservent de la valeur. La reprise du milieu des années 20, soutenue par le crédit, a laissé une structure fragile face au retrait du capital. Le chancelier Heinrich Brüning a répondu par des politiques déflationnistes, coupe des dépenses publiques, réduction des salaires, augmentation des impôts et contraction des prestations sociales. La logique était de maintenir la crédibilité financière, d'éviter une fuite de capitaux plus importante et de montrer aux créanciers internationaux que l'Allemagne appliquait une discipline, en plus de renforcer l'argument selon lequel les réparations étaient pratiquement impossibles à payer. À court terme, cette stratégie a approfondi la chute. Moins de dépenses de l'État réduisaient la demande intérieure. Une demande réduite aggravait les fermetures et les licenciements. Plus de licenciements réduisaient la consommation et les recettes fiscales, ce qui à son tour intensifiait la pression pour couper. L'économie est entrée dans une dynamique descendante et la politique était piégée entre des mesures impopulaires et des résultats insuffisants. En même temps, le système parlementaire a perdu la capacité de construire des majorités stables. Le Reichstag s'est fragmenté, les partis modérés se sont affaiblis et le gouvernement a de plus en plus recouru à des décrets présidentiels. Le président Paul von Hindenburg a souvent activé l'article 48 de la Constitution qui permettait des mesures d'urgence, ce qui a normalisé un mode de gouvernance qui contournait les accords parlementaires durables. Ce recours n'a pas éliminé le conflit. Il l'a déplacé dans la relation entre la présidence, les ministères et un parlement qui pouvait être dissous. La rue a fonctionné comme un indicateur de polarisation. Les SA nazis et les organisations liées au KPD ont protagonisé des affrontements, des interruptions d'événements et des heurts avec la police dans plusieurs villes. La présence paramilitaire n'était pas un détail décoratif, mais une forme de pression qui transformait la politique en contrôle des espaces, des horaires et des quartiers. Dans ce contexte, le NSDAP est passé de marginal à force décisive. Lors des élections du 14 septembre 1930, il a obtenu 18,3% des voix et 107 sièges. Ce saut a bouleversé l'équilibre du Reichstag et a transformé le parti en un acteur central sans nécessité de majorité absolue. Le KPD a également cru et a atteint 13,1% avec 77 sièges, renforçant l'incapacité de former des coalitions stables. La propagande nazie a relié le chômage à Versailles et au gouvernement de Weimar, promettant travail, discipline et révision du cadre international, tout en présentant le Parlement comme un symbole de paralysie. Le parti a combiné des actes massifs avec une organisation territoriale efficace et la présence des SA a renforcé sa visibilité dans la rue. Dans un scénario où l'État semblait se réduire à des coupes et décrets, le message de décision rapide a trouvé un écho dans divers secteurs de l'électorat. L'année 1932 a concentré des élections et des blocages. Lors des élections présidentielles, Hitler a affronté Hindenburg. Lors du premier tour, le 13 mars 1932, Hindenburg a obtenu 49,6% et Hitler 30,1%, avec Ernst Thälmann à 13,2%. Ne parvenant pas à atteindre une majorité absolue, le second tour s'est tenu le 10 avril 1932, avec la victoire de Hindenburg à 53% contre 36,8% pour Hitler. Peu après, les élections parlementaires du 30 et 1 juillet 1932 ont donné au NSDAP 37,3% et 230 sièges, son meilleur résultat, suffisant pour être le parti le plus important du Reichstag, mais insuffisant pour une majorité stable. Hitler a exigé la chancellerie, Hindenburg a refusé à ce moment-là. Franz von Papen a gouverné sans base parlementaire solide et a recouru à de nouvelles dissolutions. Lors des élections du 6 novembre 1932,
le NSDAP a chuté à 33,1% avec 196 sièges, tandis que le KPD est monté à 16,9%. L'arithmétique restait bloquée. Le centre ne pouvait pas former une majorité sans des forces qui rejetaient le système, et les extrêmes ne coopéraient pas entre eux. En décembre 1932, Kurt von Schleicher a remplacé Papen et a tenté de construire une majorité en divisant le camp nazi par des accords partiels. La manœuvre a échoué. Papen, cherchant à revenir au pouvoir, a négocié avec des secteurs conservateurs un plan différent, intégrer Hitler dans un cabinet où les nazis seraient minoritaires et les ministères clés resteraient entre les mains de conservateurs traditionnels. La prémisse était que la popularité nazie pouvait être utilisée pour stabiliser le gouvernement sans céder le contrôle réel de l'État. Avec ce calcul, Hindenburg a nommé Adolf Hitler chancelier le 30 janvier 1933. Cela a été un acte administratif dans le cadre constitutionnel, produit d'élections sans majorité stable, de gouvernement par décret et de pactes entre élites qui assumaient le pouvoir de contention. Le point n'était plus seulement d'arriver au gouvernement, mais la rapidité avec laquelle, dans cet environnement d'urgence normalisé, l'État pouvait se transformer en un mécanisme sans issue. Décrets qui deviennent une routine, la dictature comme mode de vie. La nuit du 27 février 1933, le bâtiment du Reichstag a brûlé à Berlin alors qu'Adolf Hitler était chancelier depuis moins d'un mois. L'incendie est rapidement devenu un instrument politique. La version officielle a attribué le fait à une conspiration communiste et a permis de présenter la situation comme une urgence nationale. L'arrestation d'un suspect sur les lieux a suffi à activer un mécanisme qui ne dépendait pas d'une longue enquête, mais d'une décision exécutive. Dans la pratique, ce qui était décisif était la réaction de l'État et la rapidité avec laquelle un épisode physique, visible au centre de la capitale, s'est traduit par des ordres d'arrestation, des perquisitions et un contrôle de l'information. Le 28 février 1933, le président Paul von Hindenburg a signé le décret d'urgence associé à l'incendie. Ce texte a suspendu les garanties civiles fondamentales. Il a limité la liberté d'expression et de presse, restreint les réunions, affaibli l'inviolabilité du domicile et permis des détentions sans contrôle judiciaire ordinaire. La mesure a créé un cadre opérationnel pour agir contre des opposants politiques sous l'apparence de légalité, car elle a déplacé l'exception au plan permanent. Dès ce moment, la police et les forces auxiliaires ont pu agir avec une marge élargie, avec des conséquences immédiates sur les rafles, les fermetures de locaux, la saisie de matériel de propagande et les détentions préventives. Les élections du 5 mars 1933 se sont déroulées dans ce contexte. La campagne a été marquée par la censure, la pression administrative, la violence de rue et les arrestations de militants communistes et social-démocrates. Néanmoins, le NSDAP n'a pas obtenu de majorité absolue. Il a atteint 43,9% et a eu besoin d'alliés pour gouverner formellement. Ce chiffre était pertinent car il montre que la transformation institutionnelle ne dépendait pas d'une victoire électorale totale, mais d'une utilisation combinée des ressources de l'État, de la coercition et de réformes légales ultérieures. Avec le Parlement sous pression, la priorité est devenue de changer les règles pour que l'absence de majorité ne compte plus. Le 23 mars 1933, le Reichstag a voté la loi d'habilitation, officiellement présentée comme une solution législative pour l'affliction du peuple et du Reich. La norme a permis au gouvernement de promulguer des lois sans approbation parlementaire et d'approuver des mesures qui pouvaient contredire la Constitution. L'environnement n'était pas neutre. Des forces uniformées ont entouré le bâtiment et un climat d'intimidation a accompagné la session. L'approbation exigeait une majorité qualifiée et elle a été obtenue grâce au soutien de partis conservateurs et du Zentrum catholique qui a négocié des garanties sur les institutions religieuses. Seuls les sociaux-démocrates ont voté contre. Avec cette loi, le Parlement a cessé d'être le centre de décision et le pouvoir législatif a été absorbé par le cabinet, ce qui a transformé la procédure légale en la voie principale de démolition du système. À partir de 1933, le régime appliqua la Gleichschaltung, la coordination des institutions et des associations pour les aligner avec l'État nazi. Le 2 mai 1933, les syndicats furent dissous, leurs dirigeants arrêtés et leurs biens confisqués.
À leur place fut créé le Front allemand du travail, contrôlé par le parti, qui remplaça la négociation collective par une discipline du travail supervisée. En juillet 1933, le pays devint un État à parti unique avec l'interdiction ou la dissolution d'organisations politiques rivales. Le fédéralisme fut vidé par l'imposition d'autorités du Reich dans les États, subordonnant les administrations régionales à Berlin. La coordination ne fut pas un geste symbolique. Cela signifiait un contrôle des nominations, des budgets, des associations professionnelles, des clubs, des organisations de loisirs et des structures qui articulaient la vie sociale. La fonction publique est devenue un point d'intervention précoce. Le 7 avril 1933, la loi pour la restauration du service civil professionnel a permis de renvoyer des fonctionnaires considérés comme non fiables et a exclu les Juifs de nombreux emplois d'État. Cette épuration a touché des enseignants, des juges, des procureurs, des professeurs d'université et du personnel administratif, altérant la continuité institutionnelle de l'intérieur. Les universités et les centres éducatifs ont été soumis à un contrôle idéologique par le biais de modifications des programmes, de pression sur les enseignants et de réorganisation étudiante. Le 10 mai 1933, des brasiers publics de livres dans plusieurs villes ont montré une méthode de stigmatisation culturelle. Des œuvres d'auteurs juifs, marxistes ou libéraux ont été retirées des bibliothèques et détruites lors d'actes transmettant un message d'obéissance esthétique et intellectuelle. La propagande a été structurée comme une politique d'État. Joseph Goebbels a dirigé le ministère de la propagande et a utilisé la radio, la presse et le cinéma pour produire des messages unifiés, en plus d'imposer la censure et l'autocensure. Des journaux ont été fermés ou absorbés, des éditeurs remplacés, et la radio est devenue un moyen central de diffusion, favorisé par des récepteurs bon marché. La saturation visuelle dans l'espace public, avec des drapeaux, des affiches et des défilés, n'était pas seulement une ornementation. Elle établissait une présence constante du régime dans la routine urbaine. Les congrès du parti à Nuremberg se sont consolidés comme une démonstration organisée de force, avec des chorégraphies, de la musique, des uniformes et des discours conçus pour exhiber la cohésion. Le contrôle interne s'est également exprimé par la violence sélective. Depuis 1933, des camps de concentration ont été ouverts pour les prisonniers politiques, avec Dachau comme exemple précoce, initialement destiné aux communistes, sociaux-démocrates, syndicalistes et autres opposants. La fonction était administrative et coercitive, détention sans procédure ordinaire, isolement, punition, dissuasion. La Gestapo et d'autres structures policières ont élargi leurs capacités grâce à des réseaux d'information, des dénonciations et de la surveillance, ce qui réduisait la nécessité d'une présence massive d'agents à chaque endroit. La répression est devenue un composant prévisible. Il n'était pas nécessaire qu'elle affecte tout le monde en même temps pour conditionner les comportements, car il suffisait qu'elle soit crédible. La consolidation du régime a inclus un nettoyage interne décisif. Le 30e de juin 1934, la nuit des longs couteaux a éliminé des figures des SA et d'autres adversaires, réorganisant la hiérarchie du mouvement nazi et envoyant un message de discipline par la force. Le 2 août 1934, après la mort de Hindenburg, Hitler a fusionné les fonctions de président et de chancelier, concentrant l'autorité d'État en sa personne et exigeant des serments de loyauté. Avec cette étape, la structure du pouvoir a cessé de dépendre d'équilibres républicains et s'est réorganisée autour d'une direction unique. L'exclusion anti-judaïque a avancé des mesures de harcèlement à une définition légale. Il y a eu des boycotts et des pressions économiques depuis 1933, en plus des expulsions de professions et des restrictions croissantes. En septembre 1935, les lois de Nuremberg ont établi des catégories juridiques basées sur l'ascendance, retiré la citoyenneté aux Juifs et interdit les mariages et relations avec des Aryens, selon la terminologie du régime. La discrimination est devenue codifiée, ce qui a facilité son application administrative dans les dossiers, les permis de travail, l'éducation et l'accès aux espaces publics. Entre 1936 et 1938, la pression s'est intensifiée avec de nouveaux règlements, des expropriations et une marginalisation systématique. Les 9 et 10 novembre 1938, la Kristallnacht a marqué un saut vers la violence ouverte et coordonnée.
synagogues incendiées, commerces détruits, détentions massives et un signal clair que l'État tolérait et organisait l'attaque. Pour de larges secteurs non poursuivis, directement, la vie quotidienne a combiné une stabilité matérielle relative avec une perte de liberté politique. Le chômage a fortement diminué entre 1933 et 1938, encouragé par les travaux publics, le service du travail, le réarmement et l'expansion des industries liées à l'État. La récupération a eu des mécanismes concrets, des dépenses financées par la dette, des contrats publics et une planification. Hjalmar Schacht a contribué à des schémas de financement comme les billets MEFO, qui ont facilité les paiements différés pour le réarmement sans les refléter pleinement comme une dépense immédiate. Cette expansion n'a pas impliqué d'amélioration uniforme des salaires ni des droits du travail. Les grèves étaient interdites, la négociation collective a été remplacée par des structures du Front allemand du travail et la mobilité du travail a été restreinte par des affectations et des contrôles. La promesse d'emploi a fonctionné comme un argument de légitimation sociale dans un pays qui venait d'années de chômage massif. La vie sociale a été absorbée par des organisations du régime. Les jeunesses hitlériennes et la Ligue des jeunes filles allemandes se sont étendues pour devenir des cadres dominants de socialisation juvénile, avec des activités sportives, une discipline de groupe et un endoctrinement. La pression ne dépendait pas seulement des lois, mais des avantages éducatifs et professionnels liés à l'appartenance, ainsi que des stigmates contre les familles qui résistaient. Les églises ont entretenu des relations complexes avec le régime. Le concordat avec le Vatican en juillet 1933 a cherché à protéger les institutions catholiques en échange d'une non-intervention politique. Mais des tensions sont apparues en raison d'interférences dans les associations juvéniles et de harcèlement des clercs critiques. Dans le domaine protestant, coexistaient des secteurs collaborationnistes et des courants de résistance ecclésiastique, avec des conflits sur l'autonomie doctrinale et le contrôle étatique. En politique étrangère, la dictature a accumulé des faits qui ont renforcé sa position interne. L'Allemagne a quitté la Société des Nations en octobre 1933. En mars 1935, elle a réintroduit le service militaire obligatoire, violant ouvertement Versailles. Le 7 mars 1936, elle a remilitarisé la Rhénanie, envoyant des troupes dans une zone démilitarisée, et le manque de réponse militaire immédiate de la France et de la Grande-Bretagne a consolidé la perception de succès. En mars 1938, l'Anschluss a incorporé l'Autriche au Reich, intégrant son administration, ses ressources et sa main-d'œuvre. En septembre 1938, les accords de Munich ont remis les Sudètes à l'Allemagne sans combat, affaiblissant la Tchécoslovaquie et montrant que la pression diplomatique accompagnée de menaces militaires pouvait produire des concessions. Ces étapes n'étaient pas des épisodes isolés. Elles s'intégraient dans un récit étatique de restauration du pouvoir qui coexistait avec la répression interne. Vers la fin de 1938, la dictature était déjà une routine administrative. Le Parlement avait été vidé, les partis rivaux éliminés, les syndicats dissous, la presse soumise, la justice conditionnée, la vie associative coordonnée et l'appareil policier habilité à agir sans contrôles ordinaires. L'économie fonctionnait sous une planification orientée vers le réarmement, avec l'emploi comme stabilisateur social, tandis que l'exclusion raciale avançait comme politique publique avec base légale et violence organisée. Avec le contrôle interne assuré, la guerre permettait de financer des adhésions et des silences à une échelle nouvelle. Prospérité par le vol, la guerre qui nourrit la maison. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne et a ouvert la phase européenne de la guerre. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne. À l'intérieur du Reich, le changement immédiat a été administratif. Le 15 septembre, le rationnement des aliments a été introduit avec des tickets fixant des quantités par semaine. Le système n'a pas commencé comme une économie de famine, mais comme une méthode de contrôle pour éviter la panique, l'accaparement et les hausses brusques. L'agriculture allemande, combinée avec des stocks et une logistique encore intacte, a permis de maintenir un approvisionnement régulier dans les villes. Des files d'attente existaient, l'offre se resserrait, mais l'administration pouvait distribuer du pain, des matières grasses, de la viande et du sucre
avec une continuité suffisante pour soutenir une routine de guerre sans rupture totale de la table domestique. La campagne contre la Pologne s'est terminée en quelques semaines et la Wehrmacht a montré une coordination efficace entre les blindés, l'infanterie et l'aviation. Ensuite est venue la période appelée « guerre de faux », entre octobre 1939 et avril 1940, sans grandes offensives sur le front occidental. Cet intervalle a renforcé une sensation de continuité fonctionnelle en Allemagne. Les usines travaillaient, les salaires arrivaient, le transport urbain continuait, les cinémas et théâtres ouvraient, la propaganda occupait la radio et la presse avec un récit de contrôle. La guerre était présentée comme un effort qui pouvait se soutenir avec discipline, non comme une urgence qui forcerait à démonter immédiatement la vie civile. L'offensive du 10 mai 1940 a changé la carte en 6 semaines. Les Pays-Bas et la Belgique ont été traversés, le dispositif allié a été encerclé, Paris est tombé le 14 juin et l'armistice avec la France a été signé le 22 juin. Pour le régime, la victoire avait une valeur interne énorme, car elle transformait le souvenir de 1918 en un contraste utile. L'État nazi apparaissait comme capable d'imposer des résultats rapides, là où la République avait été associée à la négociation et à l'obligation. La conséquence pratique était encore plus importante que le symbole. Avec la France occupée, l'Allemagne a obtenu un accès direct aux ressources, à la capacité industrielle et à un mécanisme de financement qui déplaçait les coûts hors de ses frontières. L'occupation a été organisée comme un transfert systématique de valeur. La France a dû payer des coûts d'occupation en somme fixée par l'autorité allemande, en plus d'accepter des réquisitions de produits agricoles, de matières premières et de biens manufacturés. Le chemin de fer et le parc industriel français ont été subordonnés aux besoins allemands, et une partie importante du trafic a été orientée vers des envois au Reich. En même temps, l'administration allemande a imposé des contrôles de prix, des quotas et des priorités productives qui transformaient les entreprises occupées en appendices de l'effort de guerre. Ce modèle s'est répété, avec des variations, en Belgique et aux Pays-Bas après leur occupation, ainsi qu'au Danemark et en Norvège depuis avril 1940, où le contrôle des routes maritimes, des ports et des matières premières avait une valeur stratégique et économique. La stabilité du rationnement en Allemagne dépendait de plus en plus de ce flux externe. Depuis 1939, le système de coupons cherchait à garantir un minimum social et le régime a priorisé le maintien de la population civile à un niveau de consommation qui évitait une crise de légitimité. Cette priorité a été financée en déplaçant la pénurie vers des territoires occupés. Les envois de nourriture, de charbon, de métaux et de produits industriels réduisaient la pression sur le marché intérieur allemand. En même temps, le Reich orientait sa politique de travail pour réserver la main-d'œuvre allemande aux secteurs essentiels et à l'armée, couvrant les postes vacants avec des travailleurs amenés par coercition de l'extérieur. Le travail forcé est devenu une pièce centrale de cette économie. À mesure que les mobilisations militaires augmentaient, l'Allemagne avait besoin de main-d'œuvre pour l'agriculture, la construction, les mines et les usines. La solution fut d'importer des travailleurs par le biais de recrutements forcés, de déportations ou d'accords coercitifs avec les administrations occupées. Dans l'Ouest, le régime a combiné des quotas de travail et une pression administrative. À l'Est, la coercition était plus directe et brutale. Des millions de personnes ont été déplacées pour travailler dans des conditions restrictives avec des salaires minimums ou des retenues, de la surveillance et des sanctions. Ce système a permis de maintenir la production en Allemagne sans augmenter proportionnellement le coût social interne de la guerre, car l'épuisement humain était largement réparti sur des étrangers qui n'avaient pas de protection légale équivalente. Avec l'expansion territoriale de 1940 à 1941, le Reich fonctionnait comme une économie qui extrayait des ressources par le biais d'une imposition fiscale, de réquisition et de contrôle des prix. Les coûts d'occupation étaient, en pratique, une forme de tribut qui finançait la présence militaire et libérait le budget allemand. Les réquisitions réduisaient la consommation dans les pays occupés et maintenaient l'Allemagne approvisionnée. La machinerie ferroviaire, les ports, les ateliers et les mines étaient intégrés dans un réseau qui priorisait l'Allemagne. La prospérité relative que de nombreux civils allemands percevaient ne provenait pas d'une abondance domestique, mais d'une répartition hiérarchique. D'abord le Reich, ensuite les territoires occupés.
Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa a ouvert une guerre distincte. L'invasion de l'Union soviétique a mobilisé environ 3 millions de soldats allemands, avec un déploiement énorme de véhicules, de carburant, de munitions et de services de transport. Les avancées initiales ont été rapides et des millions de prisonniers soviétiques ont été capturés, en plus de l'occupation de vastes zones agricoles et industrielles. À l'Est, l'occupation a été liée dès le début à une logique d'extraction extrême. L'approvisionnement de l'armée, la capture des grains, l'appropriation des matières premières et l'utilisation de la main-d'œuvre ont été planifiés comme partie de l'effort de guerre, tandis que la violence a accompagné l'administration occupante à une échelle qui dépassait les modèles de l'Ouest. L'hiver 1941 a freiné l'avancée vers Moscou et a marqué que la guerre ne serait pas courte. La nécessité de soutenir un front gigantesque a multiplié les demandes logistiques. Chaque kilomètre supplémentaire exigeait des voies ferrées réparées, des ponts reconstruits, des dépôts de carburant, des ateliers de maintenance, des hôpitaux de campagne et des transports pour les remplacements. La Wehrmacht a perdu du matériel à un rythme élevé. Camions immobilisés, chars détruits, avions abattus, pièces abandonnées par manque de pièces de rechange. L'Allemagne a augmenté sa production militaire, mais la distance entre ce qui était nécessaire et ce qui était disponible s'est élargie, et l'économie s'est encore davantage orientée vers la priorité au front. Ce tournant, cependant, a continué d'être accompagné d'un effort délibéré pour maintenir la stabilité civile allemande grâce à des rations contrôlées et à des services de base opérationnels. À l'intérieur du Reich, le rationnement s'est étendu aux vêtements et aux chaussures par le biais de livrets de points, avec des règles pour acquérir de nouveaux vêtements et des exigences de réutilisation. La vie quotidienne s'est adaptée à des substituts, des réparations et des files d'attente. Le marché noir existait, mais pour une partie importante de la population, ce n'était pas encore le seul moyen d'obtenir de la nourriture. L'administration cherchait à ce que le système fonctionne raisonnablement, car le souvenir de crises antérieures était encore présent dans le discours public. La discipline de consommation et l'acceptation des restrictions étaient présentées comme faisant partie du devoir national, renforcée par la propagande et la surveillance sociale, mais la continuité matérielle dépendait du fait que l'extraction en Europe ne soit pas interrompue. L'appareil d'occupation a également été lié au génocide par des voies administratives. Le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, la mise en œuvre de la solution finale a été coordonnée au niveau bureaucratique à travers des ministères et des bureaux gérant les déportations, les catégories et les compétences. Cette coordination était liée, dans la pratique, à la confiscation et à la réaffectation de biens, des logements, du mobilier, des vêtements, des objets de valeur et des propriétés passaient sous le contrôle de l'État ou de structures qu'il contrôlait. La déportation n'était pas seulement un mouvement humain, elle impliquait un transfert matériel, des inventaires, du stockage et une redistribution. Ainsi, le fonctionnement administratif du génocide s'est entremêlé avec une économie de spoliation qui alimentait des ressources et des fournitures dans un contexte de guerre prolongée. Depuis 1940, le bombardement allié sur l'Allemagne existait, mais durant les premières années, il avait un effet limité sur la vie quotidienne de la majorité. Il y avait des attaques sur des objectifs industriels et portuaires, des dommages matériels et des victimes, en plus des alarmes nocturnes qui obligeaient à utiliser des abris. Cependant, jusqu'en 1942, la routine urbaine restait reconnaissable dans de nombreuses villes. Travail, transport, écoles, loisirs sous contrôle étatique, nouvelles filtrées par la propagande. La guerre se voyait dans les absences dues au recrutement, dans des lettres du front, dans des restrictions d'achat, dans des campagnes de collecte et dans le remplacement de produits, plus que dans une destruction massive permanente à l'intérieur du territoire allemand. La guerre est également devenue tangible par le flux d'objets provenant de territoires occupés. Des soldats et des fonctionnaires envoyaient des colis contenant des produits difficiles à obtenir en Allemagne, et le marché intérieur intégrant des marchandises provenant de réseaux de réquisition. Ce mouvement renforçait une perception pratique selon laquelle la guerre produisait des bénéfices matériels pour ceux qui avaient accès à des canaux militaires ou administratifs. Ce n'était pas un luxe universel, mais un signal concret de la manière dont l'occupation se traduisait en consommation au sein du Reich. À une échelle plus grande, la même logique soutenait les rations,
Maintenir des quantités relativement stables nécessitait des expéditions constantes, plus de contrôle, plus de coercition, plus de main-d'œuvre étrangère. La bataille de Stalingrad a exposé la limite de cet équilibre. Au été 1942, l'offensive allemande vers la Volga cherchait à contrôler les routes et les ressources du sud soviétique, avec Stalingrad comme objectif clé. La lutte urbaine s'est prolongée pendant des mois, avec un épuisement sévère. En novembre 1942, une contre-offensive soviétique a encerclé le 6e armée allemande et a coupé les lignes d'approvisionnement. Hitler a interdit la retraite et a ordonné de résister. Le siège a signifié que la survie dépendait d'un pont aérien insuffisant, avec du carburant, des munitions et de la nourriture incapable de couvrir les besoins. Le 2 février 1943, les restes du 6e armée se sont rendus. Près de 90 000 soldats allemands ont marché vers la captivité soviétique, et la défaite est devenue impossible à dissimuler comme incident ou retraite. Stalingrad était un signal public que la guerre pouvait être perdue. La propagande a essayé de présenter la catastrophe comme un sacrifice, mais le fait militaire était clair. Une grande force avait été détruite et le front oriental n'offrait plus de victoire rapide, justifiant le coup. À partir de ce point, la prospérité relative soutenue par l'occupation était plus exposée, car elle dépendait du maintien du contrôle sur des territoires, des lignes ferroviaires et de la production externe, tandis que la consommation de ressources du front augmentait. Lorsque la victoire cesse d'être crédible, le régime change de ton. Il ne promet plus d'avenir, il exige de tenir bon. Sans issue sous les ruines, aller jusqu'à la fin. Le 18 février 1943, à peine 16 jours après la reddition à Stalingrad, Joseph Goebbels prononça à Berlin le discours de la guerre totale au Sportpalast. Le message ne promettait plus de victoire rapide ni de paix prochaine. Il présentait la poursuite du conflit comme une obligation nationale et faisait peser le poids de la guerre à l'intérieur du Reich avec un langage de mobilisation absolue. Au cours des semaines suivantes, l'État renforça les contrôles du travail, la discipline dans les usines et la surveillance des expressions considérées comme défaitistes. Le changement fut administratif et quotidien. Plus d'ordre, plus de supervision, plus de sanctions, moins de marge pour discuter des décisions, avec un appareil policier et judiciaire qui opérait déjà depuis 1933 avec de larges pouvoirs. En 1943, la guerre est entrée dans la vie civile de manière plus visible par l'intensification des bombardements alliés. La RAF britannique a maintenu des attaques nocturnes avec bombardements de zones et l'aviation américaine a poursuivi des incursions diurnes orientées vers des objectifs industriels, causant d'importants dégâts dans des zones résidentielles. En juillet 1943, Hambourg a subi l'opération Gomorrhe, une série d'attaques qui a combiné des explosifs et des bombes incendiaires, provoquant une destruction massive du tissu urbain. Des milliers de personnes sont mortes, des centaines de milliers ont été rendus sans abri, et la ville a perdu des quartiers entiers en quelques jours. Le résultat immédiat a été une logistique de survie. Évacuation, centres d'accueil, distribution d'eau et de nourriture, retrait des décombres, réaffectation de logements et une pression constante sur l'administration municipale pour maintenir des services minimums. À partir de ce moment-là, le bombardement est devenu une routine récurrente dans de nombreuses villes. Les alarmes obligeaient à descendre dans des refuges ou des sous-sols renforcés, le transport était interrompu, les usines arrêtaient leurs équipes, les hôpitaux accueillent des blessés, les pompiers et les équipes de secours travaillaient entre les incendies et les effondrements. La destruction accumulée a affecté les habitations, les réseaux électriques, les réservoirs d'eau, les ponts, les ateliers, les stations et les archives. La vie urbaine s'est réorganisée autour de réparations provisoires, fenêtres recouvertes de planches, rues coupées, tramways avec des itinéraires modifiés, écoles déplacées, bureaux réinstallés dans des bâtiments encore utilisables. Le régime a tenté de maintenir la continuité par la propagande, mais le paysage matériel de nombreuses villes contredisait déjà tout récit de normalité. L'évacuation est devenue une politique permanente. Des Kanbi, enfants et des femmes, ont été envoyés des zones industrielles vers des zones rurales ou des villes moins exposées, et cette séparation a transformé la structure familiale et professionnelle. Dans les villes, des travailleurs industriels, du personnel de services essentiels et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer se sont concentrés.
À la campagne, des municipalités aux ressources limitées ont dû accueillir des populations arrivées avec peu d'effets personnels, les intégrer dans des écoles, distribuer des aliments et résoudre des conflits pour l'espace et les fournitures. Le mouvement de population n'a pas été un fait isolé, mais une succession de transferts, de retours partiels et de nouvelles évacuations, selon le rythme des attaques et la destruction des logements. Alors que l'Ouest subissait des bombardements croissants, le front oriental a introduit une autre forme de rupture. Depuis 1944, l'avancée soviétique a accéléré le retrait allemand et poussé des millions de personnes à se déplacer vers l'Ouest. En hiver 1944-1945, l'effondrement des transports et la pression militaire ont transformé ce déplacement en un phénomène de routes saturées, de trains bondés et de villes réceptrices incapables d'accueillir suffisamment de personnes. L'administration locale a fonctionné avec des dossiers incomplets, un manque de logements et une pénurie de combustible pour le chauffage. La guerre n'était plus seulement une nouvelle du front, c'était une masse humaine en transit, avec des besoins alimentaires, de refuge et de soins de santé gérés dans des conditions de rupture administrative. L'approvisionnement intérieur s'est également détérioré. Entre 1943 et 1945, les rations officielles ont été réduites, le marché noir s'est étendu et la distribution a de plus en plus dépendu de connexions locales et de l'accès à des produits en dehors du circuit régulier. Les travailleurs des industries essentielles recevaient, lorsque cela était possible, des suppléments. Mais la baisse générale de l'approvisionnement a affecté la capacité de travail, la santé publique et le fonctionnement des services. L'État a répondu par plus de contrôles et de sanctions, poursuites pour stockage, sanctions pour infraction au ticket de rationnement, surveillance des conversations, campagne contre le défaitisme. En pratique, ce durcissement a renforcé l'idée que la sortie ne serait pas négociée ni gérée avec flexibilité, mais imposée par la discipline et la peur. L'effort industriel a continué, mais dans des conditions de plus en plus contradictoires. La production d'armement a été réorganisée avec une dispersion des ateliers, le déplacement des lignes vers des installations souterraines ou éloignées des centres urbains, et un usage élargi du travail forcé. Sous Albert Speer, le ministère de l'Armement a poussé à une rationalisation qui a permis d'augmenter la production à certains moments, même en raison des bombardements. Cependant, produire ne signifiait pas disposer. La destruction des réseaux ferroviaires, des gares et des ponts a gêné la distribution. Le manque de carburant a limité le mouvement des véhicules et l'entraînement. L'épuisement des pilotes et la réduction des heures de vol ont affecté l'efficacité aérienne. L'économie pouvait fabriquer des armes qui restaient ensuite immobilisées par l'absence de transport, de pièces de rechange ou d'essence. Le système continuait de fonctionner, mais avec de moins en moins de coordination réelle entre l'usine, le dépôt et le front. Le 20 juillet 1944, l'attentat raté contre Hitler et la répression qui s'ensuivit fermèrent une des dernières attentes de changement de l'intérieur. L'enquête et les arrestations atteignirent des secteurs militaires et civils, et les exécutions devinrent un signe public que toute alternative serait punie sans limite. Le régime profita de l'épisode pour renforcer son contrôle sur l'armée, élargir les pouvoirs policiers et durcir les tribunaux spéciaux. Pour la population, le message était double. Le leadership restait intact et la possibilité d'un tournant institutionnel était annulée par un terrorisme exemplaire. La même année, la situation militaire est devenue irréversible. Le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 a ouvert un front massif à l'ouest, et dans les mois suivants, l'Allemagne a perdu du territoire, des ressources et sa capacité de manœuvre. À l'est, les offensives soviétiques ont détruit des groupes d'armées et repoussé la ligne vers les frontières du Reich. À la fin de 1944, l'Allemagne se battait sur plusieurs fronts avec des réserves épuisées, des villes endommagées, des transports interrompus et un approvisionnement de plus en plus précaire. L'État a réagi par des mesures de mobilisation interne, prolongement des journées, fermeture d'activités jugées non essentielles, recrutement élargi et utilisation de milices d'urgence. L'objectif n'était plus de conquérir, mais de retarder l'effondrement. L'hiver 1944-1945 a concentré les effets de cette dégradation. Le manque de charbon, les dommages aux réseaux électriques, la rupture des chemins de fer
et la présence de réfugiés ont mis l'administration sous pression jusqu'à la limite. Dans de nombreuses zones, les autorités locales agissaient sans instructions claires ou avec des communications intermittentes. Les hôpitaux fonctionnaient avec une pénurie de médicaments, de matériel et de personnel, tandis que les bombardements et les combats proches augmentèrent la demande. Le Reich continuait d'émettre des ordres, mais la capacité de les exécuter était inégale selon les régions, et l'écart entre la directive centrale et la réalité locale s'est élargi. Au printemps 1945, le combat est arrivé au cœur de l'État. Berlin a été encerclé par l'armée rouge et est devenu le scénario de combats urbains, avec une destruction supplémentaire dans une ville déjà durement touchée par des années de guerre. La défense a combiné des restes d'unités régulières, des formations des SS, des milices improvisées et du personnel mobilisé avec une formation limitée. La présence de civils dans des sous-sols et des abris, le manque d'eau potable dans certains secteurs, le blocage des rues par des décombres et la pénurie de nourriture ont défini la vie quotidienne dans la capitale assiégée. La discipline interne a été maintenue par des menaces, des exécutions et des punitions pour ceux qui tentaient de se rendre ou d'abandonner des positions, un mécanisme qui a prolongé le combat même lorsque l'issue était évidente. Le 30 avril 1945, Hitler s'est suicidé à Berlin. Ce fait n'a pas changé la situation militaire, mais a accéléré une transition chaotique au sein d'un État qui ne contrôlait déjà plus son territoire. Dans les jours suivants, la capitulation de Berlin et l'effondrement des fronts locaux avancèrent rapidement, tandis qu'un gouvernement provisoire tentait d'administrer l'inadministrable, déplacements, prisonniers, routes coupées, villes sans autorité opérationnelle stable. La capitulation allemande en Europe se formalisa le 8 mai 1945. Par cet acte, la guerre prit fin pour l'Allemagne en tant qu'État, et le territoire fut sous occupation alliée, avec une administration qui passerait entre les mains des autorités militaires dans un pays marqué par la destruction urbaine, la rupture des approvisionnements et une population déplacée à grande échelle.